séance est donc levée dans l'hémicycle, mais elle continue ici sur LCP. On la débriefe ensemble avec nos invités, deux députés, Éléonore Carrois pour Ensemble pour la République, Benjamin Lucas Lundi pour les écologistes. Et puis, nouveauté sur LCP, on n'est pas seul sur ce plateau. Il y a 5 Français, 5 citoyens. Ils ont assisté à la séance des questions au gouvernement. Ils nous diront ce qu'ils en ont pensé. Ils sont aussi venus avec des sujets d'interpellation pour nos députés. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexandre, Aurore, Adrien, Claire-Lise et Cyril. Merci beaucoup d'inaugurer ce nouveau rendez-vous sur LCP. On commence donc par revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques instants dans l'hémicycle. Marco Pommier, vous avez retenu un échange entre le député Rassemblement National Philippe Ballard et le ministre de la Justice. Un échange où les deux interlocuteurs se sont envoyés des piques. Ça commence avec Philippe Ballard à propos des violences urbaines après le sacre du PSG. Le député RN s'interroge, implacable ou incapable? Le garde des Sceaux lui répond, quand on demande la fermeté de la justice, il faut la respecter dans tous les procès. Je cite, référence aux propos du RN dénonçant une décision politique dans le procès des assistants parlementaires du FN. Surpris par cette réponse, eh bien Philippe Ballard déroule alors le programme de son parti pour lutter contre les violences. Gérald Darmanin lui répond en citant les lois qui renforçaient les moyens de l'intérieur ou de la justice que le RN n'a pas voté ces dernières années. Intervention du ministre qui s'est conclue par cette dernière pique provenant des bancs du RN. Vous êtes nuls. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Marco Pommier. Évidemment, il a été beaucoup question, non pas tellement de la victoire de Paris, mais de ce qui s'en est suivi, les violences, les dégradations. Le Premier ministre a proposé des solutions, écoutez-le. La première de ces réponses, c'est peut-être, le garde des Sceaux l'a proposé, que là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Donc, peine minimale s'il le faut. Deuxièmement, augmentation ou amélioration des circonstances aggravantes, de manière qu'il soit clair aux yeux de tout le monde que ce type de violence préméditée, préparée, organisée et désormais régulière ne peut pas être acceptée dans un pays comme le nôtre. Benjamin Lucas Lundi, est-ce qu'il faut muscler la réponse pénale? Certains Français ont été choqués de ce qu'ils ont vu après la victoire du Paris Saint-Germain. C'est légitime d'être choqué, on l'est tous. Personne n'est heureux de voir des gens inquiets avec leur famille. Personne n'est heureux de voir des vitrines et des magasins fracassés, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces magasins, etc. Mais moi, j'en ai un peu assez de cette politique spectacle où finalement, ça fait 30 ans qu'on durcit le code pénal. Vous imaginez vraiment qu'une bande de jeunes, un groupe de jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, qui va fracasser quelque chose dans un moment de montée d'adrénaline et de testostérone, va regarder le code pénal, le feuilleter, se dire ah, tiens, finalement, je risque 6 mois de plus ou 6 mois de moins. Ça ne se passe pas comme ça. J'aimerais que de temps en temps, on puisse faire preuve d'un peu d'intelligence, d'un peu de retenue, qu'on arrête de vouloir se faire des peintures de guerre sur le torse en disant durcissement, durcissement, durcissement. Ça ne fonctionne pas. Essayons de regarder, par contre, ce qui aurait pu être fait autrement dans la gestion du maintien de l'ordre ce soir-là, et que le ministre de l'Intérieur, par exemple, n'esquive pas ses responsabilités. Alors, c'est pas que de la faute de Bruno Retailleau, c'est pas lui qui est responsable des dégradations sur les Champs-Élysées, par exemple. Enfin, quand on est ministre de l'Intérieur, pardon, moi j'ai connu, c'est à gauche comme à droite, des gens qui étaient ministres de l'Intérieur, qui, quand il y avait un problème comme ça, assumaient la responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent démissionner à chaque fois. Il y a eu en 98 le même type de débordement au soir de la victoire de l'équipe de France de football. Monsieur Chevènement n'a pas démissionné et personne n'a appelé à sa démission. Je dis simplement que d'abord, posons-nous regardons comment ça s'est passé. Vous savez, je pense là, on a un dialogue citoyen. La politique, ça peut pas être à chaque fois, on a une réponse dans l'heure qui suit, parce que sinon ça se saurait, on les aurait trouvés il y a longtemps. Et justement, Éléonore Carrois, parce que vous êtes avocate aussi, on dit que la justice est trop laxiste. Là, on voit aussi que dans les premières comparutions immédiates, il y a des gens qui n'ont pas forcément de casier judiciaire, des gens qui s'excusent, qui disent qu'ils ont été un peu pris par le moment. Est-ce que la bonne réponse, c'est comme le dit le garde des Sceaux, plus de sursis, peine minimale? Moi, je dois vous dire que je suis un peu partagée sur ce sujet, parce qu'en tant que citoyenne, je trouve que c'est anormal qu'à chaque fois qu'il y a un moment de liesse, un moment comme ça qui devrait être un moment de joie, on sait maintenant, nous les citoyens, que ça va déborder. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais ravie, j'étais très heureuse, et avec mes enfants samedi soir, je me suis dit, on va au Trocadéro avec les enfants. Je savais qu'au bout d'un quart d'heure, il fallait que je rentre parce que ça allait déborder. Donc, je trouve que c'est pas normal que dans notre pays, on s'auto-censure et on s'attende en fait à ce que y ait de la casse, que les commerçants sur les Champs-Élysées, dans les endroits
se barricade en avance. C'est-à-dire qu'en fait, on a intégré le fait que cette violence, elle existe. Et ça, moi, je trouve que c'est choquant et que ça nécessite une réponse claire, ferme, peut-être un certain nombre de condamnations exemplaires pour que ça cesse. Après, je suis d'accord, le tout répressif, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on va augmenter les peines que cela mettra fin à cette situation. Mais je trouve qu'on ne peut pas non plus se cacher la réalité. Cette situation, elle a empiré. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un moment où on s'attend à ce qu'il y ait une fête collective, malheureusement, ça dégénère. Même les 1er mai, même des manifestations qui avant étaient pacifiques, ça déborde. Alors, vous allez me dire, je vais être cruelle, parce que je vais faire réagir le Marseillais dans notre panel. Alors évidemment, on imagine déjà que vous n'avez pas tellement envie de célébrer samedi soir la victoire de Paris. Non, sur ces images, ça vous choque, ça vous a choqué? Est-ce que vous dites, oui, c'est pas normal finalement que des gens cassent tout, qu'on ait une fête finalement gâchée? Ou est-ce qu'il ne faut pas non plus trop en faire? Les débordements chez les supporters, ça se connaît, on en voit aussi dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de tout ça? Oui, c'est choquant de voir des personnes casser... Votre micro, bah voilà. Oui, écoutez, c'est mieux comme ça, non? On vous écoute, Alexandre. Donc oui, évidemment que c'est choquant de voir des gens cassés, mais moi je voudrais revenir un peu sur peut-être comment on a organisé la soirée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des fan zones? Est-ce que les associations aussi dans les villes aux alentours avaient les moyens de pouvoir accueillir et accompagner les jeunes pour toute la soirée? C'est aussi des mots forts, parce qu'on parle de la violence physique, mais à la violence des mots, quand on parle de barbares, quand on parle d'ensauvagement. Le ministre de l'Intérieur. C'est des choses qui aujourd'hui sont aussi violentes pour ces personnes-là, parce que pour ces jeunes, moins jeunes, parce qu'on les stigmatise, et donc ça va dans ce sens-là de violence contre violence. Et je pense que aujourd'hui, on a des travailleurs de terrain, associatifs et aussi de services publics, qui ont les moyens de pouvoir faire de l'éducation, de la prévention, pour que ces soirées-là restent festives. Et ce sera le sujet de votre interpellation. On va passer du coup à cette deuxième partie d'émission. On innove sur LCP. Les députés ont la parole, ils ont interpellé les ministres. Et bien maintenant, ils se font interpeller par nos citoyens. C'est la séance citoyenne. Alors, 5 citoyens, 5 Français sont sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous. On va commencer avec vous, Claire-Lise Puton. Vous êtes juriste à Paris, vous avez 46 ans, vous avez pris le micro, vous avez bien compris. Et vous allez revenir sur la fin de vie. Il y a eu des débats à l'Assemblée. Oui. Quelle est votre interpellation aujourd'hui, Claire-Lise? Alors aujourd'hui, ma question sur la loi fin de vie, sur le suicide assisté qui a été donc adopté définitivement, porte plus sur... on a beaucoup parlé de dignité de la mort, de dignité de fin de vie. Mais je me pose la question de la dignité de la vie. Avant d'arriver au suicide assisté, à l'euthanasie, beaucoup de personnes qui ont droit, car ils sont malades et handicapés, à des aides financières, à des aides humaines. Cependant, elles sont difficiles à obtenir parce que les parcours administratifs sont vraiment exténuants, d'autant plus que ces personnes sont déjà malades et elles ne sont pas à la hauteur de ce que ces personnes, de ce dont ces personnes ont besoin. L'allocation adulte handicapé, qui concerne énormément de personnes malades, parce que la maladie entraîne le handicap, est au-dessous du seuil de pauvreté. Elle est de plus en plus difficilement obtenue par ces personnes. Même les personnels des maisons des personnes handicapées sont elles aussi exténuées parce qu'elles ont trop de demandes et elles ne peuvent pas faire face humainement à ces demandes. Les gens sont certes arrivés à des douleurs, à des solutions qui ne peuvent pas être autres que la fin de vie assistée. Mais qu'en est-il de tous ceux qui sont parmi nous dans notre société en souffrance permanente face à la difficulté d'obtenir des soins rapidement, des soins de qualité, que les soins palliatifs soient efficaces. Dans les Yvelines, il n'y a qu'un seul centre de soins palliatifs. Les personnes ne peuvent pas y accéder. Alors, et justement, quelles sont les solutions que l'on peut proposer quand, comme vous, on est député, Ensemble pour la République, écologiste?
Alors, on vous écoute. Qui commence du coup? Éléonore Carrois, peut-être, sur cette inquiétude. Il y avait beaucoup de questions et des questions très légitimes que vous posez. Vous avez commencé par le débat sur la fin de vie. Effectivement, on a voté à l'Assemblée nationale à une large majorité ce texte, qui est un texte très important pour les personnes, un nombre très limité de personnes, très encadrées, qui se trouvent dans une situation où ils décident, où ils consentent à mettre fin à leur vie parce qu'ils sont dans un état de souffrance, parce qu'ils sont majeurs. Enfin, vous avez vu tous ces débats qui se sont passés, et ça, je pense que c'était un moment très important. En parallèle de l'examen de ce texte, on a aussi examiné un texte qui, à mon avis, est très important sur les soins palliatifs, qui sont une question tout à fait différente. Et on voit, je pense que ça nous arrive tous dans notre famille, dans nos proches, d'accompagner des personnes qui sont en fin de vie, et l'importance en fait qu'ils soient bien accompagnés, qu'ils soient aidés, qu'ils soient accompagnés par des personnes compétentes, empathiques aussi, parce qu'on a besoin d'empathie, on a besoin d'humanité dans ces moments qui sont extrêmement graves. Et je pense que ces deux lois qui ont été votées coup sur coup vont aider à apporter des solutions qui sont attendues par nos concitoyens, notamment ceux qui avaient participé à la Convention citoyenne. Et aujourd'hui, on sait qu'à peu près 3 Français sur 4 sont favorables à ça. Après, vous posez une autre question, qui est une question qui est éminemment plus complexe, et qui est en fait la question de l'accès aux soins. Et c'est une question beaucoup plus générale, qui ne concerne pas seulement les personnes qui sont handicapées à vie ou en fin de vie. Et sur ce sujet, on travaille à l'Assemblée nationale, notamment sur des initiatives transpartisanes, pour faire en sorte qu'il y ait des médecins qui soient plus présents sur les territoires, parce qu'on en a conscience en fait, nous, que c'est pas partout pareil, qu'on ne souffre pas partout pareil en fonction de où on habite en France. Et on a apporté un certain nombre de réponses, mais je vais peut-être laisser mon collègue abonder ou critiquer. Ou Benjamin Lucas-Lundy, sur voilà, ces inquiétudes de Carlise, on a beaucoup entendu pendant ce débat. Il faut aussi les soins palliatifs, il faut être sûr que chaque Français puisse y avoir accès avant qu'il puisse choisir en fait. Bien sûr, moi je rejoins ce qui a été dit par Éléonore Carrois. On a su créer aussi un moment où on a dépassé. Moi je suis assez favorable, je pense que les clivages sont importants, on a des visions du monde différentes. Là on était sur des sujets qui dépassaient le clivage politique habituel. On a été capable, je crois, sérieusement, d'aborder concrètement les problématiques de la fin de vie, des soins palliatifs. Et vous avez soulevé une question moi, qui me tient beaucoup à cœur et qui malheureusement est trop peu débattue ici à l'Assemblée nationale, mais globalement dans la sphère publique. C'est la question de l'accès aux droits. Aux droits en général. Vous avez parlé des allocations, l'allocation adulte handicapé, on pourrait parler des minima sociaux. Moi je trouve, si on commence par le constat avant d'aller sur les solutions, qu'il est révoltant qu'il n'y ait pas d'automaticité des droits sociaux aujourd'hui. On organise, on budgète le non-recours aux droits. C'est-à-dire qu'on vote, on vote quand il n'y a pas de 49.3, donc moi ça m'est jamais arrivé, mais on fait passer chaque année des budgets qui anticipent le fait qu'une personne sur 2 ne demandera pas le RSA, qu'une personne sur 2 ne demandera pas l'allocation adulte handicapé, etc., etc. C'est un scandale. C'est un scandale quand on regarde par exemple que dans le même temps, les aides aux grandes entreprises, là, elles sont pas contrôlées, pas conditionnées, pas plafonnées. Or, quand vous avez le RSA, on va vérifier le nombre de brosses à dents que vous avez dans votre salle de bain pour vérifier que vous n'êtes pas en couple et que vous ne touchez pas indûment 20 ou 30 euros de plus. On va déduire de votre RSA les 100 euros que va vous donner votre mémé pour Noël. Bref, on va fliquer les gens dans leur intimité, dans leur vie privée. Et vous parliez de la dignité. La dignité, elle commence pour les plus précaires dans le fait qu'on respecte sa vie privée, dans le fait qu'on arrête d'être fliqué en permanence et dans le fait qu'on ait un droit automatique à vivre dignement. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on devrait s'emparer. Et moi, je propose, puisqu'on est sur les solutions, vous nous interpellez sur les solutions, l'automaticité de l'accès au droit. Effectivement, moi, je me bats pour un revenu universel d'existence. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il y a un socle de solidarité nationale qui fait qu'on ne peut pas vivre sous le seuil de pauvreté dans ce pays, qui fait qu'on a une répartition des richesses avant même les impôts, la redistribution, les aides, qu'on a finalement, on essaye de déjouer le piège mortifère des inégalités dans notre pays qui font que par l'héritage, par la rente, les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres. Ça, c'est insupportable et je crois qu'il y a des solutions très concrètes, revenu universel, automaticité des aides, qui peuvent permettre cela. On va avancer puisque chacun a un thème. Claire-Lise, est-ce que vous avez eu des réponses aux questions que vous vous posiez? Tout à fait, j'ai eu des réponses, et notamment par cette évocation de l'accès au droit qui a été vraiment centrale dans ma question et pour laquelle je suis très angoissée personnellement, et je pense que la société aussi. Et votre réponse, monsieur le député, d'automatisation de l'accès au droit social d'une personne est quelque chose vers laquelle il faut tendre, pour laquelle il faut se battre. Je ressors plus confiante de notre entretien avec vous deux. Ça nous fait plaisir. Et sachez qu'à l'Assemblée, en ce moment, parce que c'est très long, on travaille aussi sur un texte de simplification. On a déjà simplifié. On n'est pas d'accord sur. On va pas être d'accord. Et on ne sait pas quand il sera fini. D'accord. Simplifions les démarches. C'est ça. Mais quand vous voulez toucher une aide sociale, il faut faire des papiers qui sont honnêtement indubitables. Même nous, on ne comprend rien. On a simplifié
l'imposition, il faut simplifier les droits sociaux. À la source, comme l'impôt à la source. Et vous avez mentionné un terme transpartisan. Ah Ça bah, aussi. on y reviendra justement sur cette question. Je propose à Adrien Roussel, opticien à Doulan, dans la Somme, département 80, on a révisé avant, Très beau département. 34 ans. Vous aviez une interpellation plutôt sur la question internationale, la politique française, dites-nous. Alors, le thème que je voulais aborder, c'était plutôt l'état de la démocratie, du coup, puisque très régulièrement, et surtout depuis la réforme des retraites, on entend, alors notamment côté LFI pour la réforme des retraites, et aussi les représentants syndicaux, qu'on est dans un déni de démocratie. La démocratie, c'est quelque chose qu'on fait vivre tous collectivement, je pense. Et plus récemment, dans le cadre du procès des assistants parlementaires du FN à l'époque, donc avec Marine Le Pen qui a été condamnée, voilà, la justice viendrait s'immiscer dans la démocratie et il y aurait à nouveau un déni de démocratie qui est brandi comme un peu comme un totem. Aujourd'hui, en assistant aux séances de questions au gouvernement, j'ai quand même eu l'impression que les députés, les uns et les autres, ne s'écoutent pas finalement. Les adversaires politiques, plutôt que les collègues qui devraient travailler ensemble, vont poser des questions pièges, vont s'invectiver finalement. Alors que finalement, peut-être un député Ensemble pour la République a posé une question un peu facile au gouvernement pour un peu valider ce que le gouvernement venait de faire. Bon, c'est un peu sympa, c'était un peu de l'aide. Au final, ça, on a l'impression que tous les députés ne parlent qu'à leur camp finalement, à leur électorat aussi. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est un risque de polarisation de la vie politique, du débat tout simplement, et les gens ne s'écoutent plus. Et du coup, il est difficile, et je pense qu'entre vous, vous en rendez compte, entre députés, il est difficile pour les Français de parler politique ensemble, et je pense que ça nuit au débat. Donc, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Alors, on vous écoute, Benjamin Lucas-Lundi. D'abord, il faut effectivement qu'on ait conscience qu'on est dans un moment où les démocraties sont mortelles. On le voit. Alors, Éléonore Carrois est beaucoup plus experte des questions internationales que moi, puisque sa circonscription, c'est une grande partie du monde. Mais on voit partout dans le monde des démocraties s'effondrer de l'intérieur. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, etc., etc. Bon, et qu'on on n'est pas une bulle. On peut aussi être victime de ça. Mais pour moi, donc, ça veut dire qu'on doit en prendre vraiment soin. Et soin aussi dans la façon dont on se comporte, dont on s'exprime. Mais je veux dire quelque chose qui est sans doute pas populaire et qui va peut-être pas vous plaire, mais moi, je crois qu'il y a... Alors, je n'aime pas le terme conflictualité, mais l'Assemblée nationale, la démocratie, ça a toujours été le clivage et l'affrontement. Respectueux des opinions de tous, mais il y a des idées, parce que on voit, vous parliez en famille, la démocratie qu'on fait vivre chacun au quotidien. Nos repas de famille sont agités, il y a des grandes questions qui se posent. Est-ce qu'on est pour l'OM ou pour le PSG? Grande famille, un conflit, on ne pourra pas forcément se mettre d'accord à la fin. Mais par exemple, sur le climat, la transition écologique, des vrais sujets qu'il faut régler maintenant, sur lesquels on peut trouver des points d'accord. Et on en fait, je crois qu'un texte sur 3 ou un texte sur 2, mais beaucoup de textes qu'on vote ici sont des textes transpartisans qui rejoignent une majorité qui va au-delà de ceux qui ont déposé ce texte. Mais il y a des grandes questions. L'image que vous renvoyez, par exemple, oui, mais moi je veux dire, j'assume une chose, par exemple, oui, moi je ne suis pas d'accord pour la retraite à 64 ans. Et c'est fondamental dans mon engagement. Je ne suis pas d'accord pour la loi immigration de M. Darmanin il y a un an, dont je considère qu'elle est une loi d'inspiration raciste et xénophobe, qu'elle reprend le programme de Jean-Marie Le Pen. Ça touche à mes tripes, à mes convictions. Et que si j'ai fait la démarche d'être candidat devant les citoyens de ma circonscription, d'aller les convaincre, d'essayer de les convaincre de voter pour moi, que je me suis engagé pour être là du lundi au vendredi, parfois au samedi ou au dimanche, et à passer du temps à débattre à l'Assemblée nationale, c'est pour défendre une certaine vision de la société et du monde. Alors je vous rejoins sur un point, on peut sans doute le faire de façon bien meilleure. Mais attention, moi je n'ai pas cru au macronisme. L'idée, la gauche, la droite, c'est terminé, tout le monde va être d'accord et finalement ça va être quoi? Le règne des technocrates et des tableaux Excel? Ça, je n'y ai pas cru. On doit faire vivre, la démocratie, elle est bouillonnante. Et d'un mot d'espoir, ce qui s'est passé en juillet, quand même, quand des millions de Français qui n'avaient pas voté... la démocratie, Benjamin Lucas-Lundi. En votant législatif depuis 1980, on est aussi le reflet de ça ici à l'Assemblée nationale. Alors, Éléonore Carrois. Alors, je vais faire vivre la démocratie. Non, moi, je pense que vous avez raison. L'image qui est renvoyée est une image qui, parfois, est incompréhensible pour les Français. Quand vous assistez aux questions au gouvernement, vous avez l'impression que vous êtes dans un spectacle par moment. Alors qu'en réalité, le vrai travail parlementaire, il se fait dans les commissions, dans les textes qu'on dépose de manière conjointe. Vous aviez insisté sur ce mot transpartisan. Moi, je fais pratiquement tout le travail à l'Assemblée nationale de manière transpartisane. Pas parce que j'aime pas travailler avec les gens de mon groupe, au contraire, mais parce que je pense qu'on a déjà plus de chances de faire passer un texte lorsqu'on n'a pas de majorité absolue, lorsque vous avez d'autres personnes, parce que vous l'enrichissez aussi d'idées qui sont différentes des vôtres. Alors je ferai vraiment une distinction entre le débat politique avec chacun qui assume sa posture, qui fait finalement de la politique, ce qui n'est pas un gros mot, et finalement la co-construction et apporter des réponses concrètes aux Françaises et aux Français. Je ne vais pas répondre à toutes les piques qui ont été lancées et que
je conteste de manière générale, mais je vous dirais que c'est pas ça qui est grave. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, on s'y retrouve, on soit respectueux, on se retrouve pas dans des situations aussi avec de la haine sur les réseaux sociaux, des attaques envers les élus, des attaques envers les permanences. C'est ça qui, à mon sens, atteint véritablement la démocratie et fait que beaucoup de personnes qui sont extrêmement enrichissantes et devraient être élues ne se présentent pas. Et on sera amené... C'est un vrai challenge pour ça. À en reparler. On en reparlera avec notre dernière interpellation. Alexandre Pastor, vous êtes Marseillais, je le disais, 30 ans, dirigeant associatif. Votre association Melting Pot s'engage pour les jeunes, la citoyenneté. C'est sur ce sujet que vous vouliez interpeller nos députés. Alors, il y a deux sujets, l'association et les jeunesses. La première, c'est l'abstention chez les jeunes est très haute, 42% aux dernières élections présidentielles. La représentativité des jeunes n'est pas très très bonne. On est à 50 ans de moyenne d'âge. Alors là, on a un panel qui ressemble pas à la moyenne, mais à l'Assemblée nationale, c'est 50 ans de moyenne. On a divisé par 3 les moins de 40 ans, les maires de moins de 40 ans en 20 ans. Comment on fait pour que les jeunes puissent aller plus voter? Quelle idée vous avez? Moi, j'ai 2 idées à vous proposer, voir ce que vous en pensez. Le vote comme ça, ce sera l'inverse. Vous nous direz si vous êtes d'accord. Le vote obligatoire, qu'est-ce que vous en pensez? Et le deuxième, pour la représentativité, est-ce qu'un quota générationnel dans les scrutins de liste, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte que les jeunes aient plus de place? Parce que j'ai l'impression que si on veut faire au volontariat, c'est pas les jeunes qu'on va chercher. Donc voilà. Sur ces 2 sujets-là, comment on peut... Allez, sur les 2 solutions que propose Alexandre, vote obligatoire et quota. Il y en a pour les hommes et les femmes, il pourrait y en avoir pour les jeunes et les vieux. Je trouve que c'est intéressant et dans certains pays, le vote est obligatoire. Pour autant, je pense que ça résoudra pas nécessairement le problème parce que ce qu'il faut, c'est embarquer les jeunes. Vous voyez, il y a 30% des jeunes qui aujourd'hui sont dans des associations. Ils croient en des causes, ils ont envie de s'impliquer. Alors non, moi je laisserai personne dire que notre jeunesse ne croit pas en la chose publique ou n'a pas envie de s'engager. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les apporte, qu'on les amène à la politique. Il y a eu dans les dernières années beaucoup de personnes qui n'étaient pas des politiques professionnelles qui se sont retrouvées à être élues. C'est mon cas, par exemple. Moi, je viens de la société civile et je pense que ce mouvement-là est un mouvement vertueux. Après, bon, les gens se professionnalisent ou pas, restent ou pas. Mais pour parler aux jeunes, je pense qu'il faut parler de leur sujet essentiellement et leur dire que la politique, c'est pour tout le monde. Et en un mot, je pense que la question des quotas peut résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, j'y crois dans les conseils d'administration, j'y crois dans la représentativité politique, mais c'est extrêmement difficile. J'ai dû monter une liste avec 28 personnes, j'avais besoin d'engager 14 femmes, c'était très difficile de les trouver parce que souvent, les femmes n'ont pas envie de s'engager, parce que c'est beaucoup plus dur, parce qu'on se fait beaucoup plus harceler sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça la racine du problème et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Puis il faudra définir qui est jeune, qui est vieux. Ça, oui. Alexandre Pastor, c'est votre responsabilité. Benjamin Lucas lundi. Sur ces votes obligatoires. Ouais. Du haut de mes 34 ans, non. Moi, je ne suis pas favorable au vote obligatoire, je vais vous dire pourquoi. Je crois d'abord que c'est un droit et que si aujourd'hui ce droit n'est pas utilisé par les chiffres que vous avez rappelés par beaucoup de jeunes, c'est parce que nous n'avons pas fait le travail. C'est parce que nous ne sommes pas capables de les convaincre d'aller voter. Alors ça, des fois ça change. La jeunesse s'est mobilisée pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en juillet dernier, massivement. Je l'ai vécu dans ma circonscription, qui est une circonscription très jeune, très populaire, où des gens qui n'avaient jamais voté de leur vie ont trouvé le chemin du bureau de vote, sont impliqués, ont lu les programmes, etc., etc., puis ont essayé de voir comment ils pouvaient être utiles. Je pense que si les jeunes ne votent pas, ça fait des années qu'on en parle. Moi, je me suis engagé avec 15 ans, c'était déjà un sujet. Je pense que c'est parce qu'il y a une méconnaissance de cette génération, qu'on regarde avec des lunettes du passé, qu'on regarde avec un peu de condescendance, avec un c'était mieux avant. Or, nous avons la jeune génération la plus informée de l'histoire. Les réseaux sociaux, le bien ou mal, j'en sais rien, mais la plus informée de l'histoire, qui a accès à le plus d'informations. Regardez ce qui se passe à Gaza, on le sait tous grâce aux réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe en Ukraine, on le sait tous grâce aux chaînes d'information en continu, etc., etc. La mieux informée de l'histoire, la plus connectée au monde. Génération Erasmus pour ceux qui ont plus de chance, mais aussi une génération qui, par les nouveaux canaux d'information, sait plein de choses. Et on a une génération engagée, qui ne s'engage pas comme on s'engageait il y a 20 ou 30 ans dans le parti politique, le syndicat, mais qui est engagée dans des causes. La génération climat, les gens qui dénoncent l'antiracisme, les gens qui ont lancé MeToo, etc. Et donc, comment on fait pour que les jeunes aillent voter à la fin? Je pense que, alors c'est à la fois très simple à dire et très complexe à mettre en œuvre. Il faut que le bulletin de vote serve à quelque chose. Moi, je pense que quand on pense que son bulletin de vote va changer concrètement le cours de son existence et notre destin commun, alors ça marche. Regardez, en juillet, l'enjeu qui était posé
devant nous, c'est est-ce que la France bascule à l'extrême droite? Est-ce que c'est les racistes au pouvoir? Ou est-ce qu'on crée une alternative? Et il y a eu une mobilisation pour le nouveau Front populaire dans la jeunesse qui s'est traduite par le fait que, en votant pour le nouveau Front populaire, on aurait l'allocation d'autonomie pour pouvoir faire ses études sans avoir à se salarier. On aurait les récépissés de contrôle d'identité qui empêcheraient les contrôles discriminatoires, etc., etc. Donc je pense que c'est la responsabilité des mouvements politiques, le mien, Génération, mais d'autres, que d'avoir des propositions concrètes, sérieuses, qui disent aux jeunes de ce pays, le bulletin de vote peut changer votre vie et peut changer le destin de la société. On n'est pas condamné à vivre moins bien que la génération de nos parents et de nos grands-parents. Or, malheureusement, on a intériorisé ça. Alors, sur cette question du vote obligatoire, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne solution, vote obligatoire? Aurore Ludi, est-ce que, effectivement, ça nous forcerait finalement à choisir? Avec le micro. Merci. Pardon. Non, moi, je ne pense pas qu'il faille rendre le vote obligatoire. Étant de nature anarchiste, vraiment pas. Mais très bien. Est-ce qu'on a répondu, voilà, pas forcément d'accord avec vos deux propositions, mais en tout cas un échange? C'était une proposition, ça veut pas dire que j'étais d'accord. Si on arrive à faire tout je ça, voulais voir ce que vous en pensiez, parce que le vote obligatoire, c'est pas quelque chose qui ressourçait les jeunes non plus, mais je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. Et juste pour faire le lien sur l'engagement, je suis convaincu que les jeunesses sont engagées et font des choses. Et j'avais une deuxième question autour de la vie associative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites que les jeunes s'engagent, ils font des choses. Comment on fait pour continuer à faire vivre le tissu associatif? Comment on fait pour que les services publics puissent continuer? En très court, parce qu'il nous reste deux interpellations. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Éléonore Carrois. Non, mais c'est sûr, c'est l'argent, mais c'est aussi la mise en valeur de ce qui est fait. C'est aussi rendre visibles ces initiatives et qu'il y ait de la continuité. Mais on est un des pays d'Europe et du monde d'ailleurs où il y a le plus de personnes de tous les âges, pas que les jeunes, qui s'engagent. Et je pense que ça, on ne se le dit pas assez et on peut s'applaudir de cela. Je vous ferai répondre à l'interpellation d'Aurore Ludi. Juste très court. Les centaines de millions d'euros qui avaient été prévus pour le service national obligatoire, qui est une espèce de truc ringard et paternaliste, on les met dans un fonds de soutien à l'éducation populaire et au monde associatif et on laisse les associations autonomes, libres, on arrête de les embêter avec de la paperasserie, avec des contraintes toujours, on les laisse déployer leurs énergies. Invités, Aurore Ludi, vous avez 53 ans, vous êtes artiste à Bernès et dans l'Eure, vous vouliez nous parler des haies. Qu'avez-vous à poser comme question à nos députés invités aujourd'hui? Tout à fait. D'abord, bonjour à vous, à tous les deux. Et en fait, j'habite en ville, mais en une demi-heure de voiture, j'arrive dans l'Orne. Et l'Orne est un département où il y avait des haies magnifiques qui permettaient de délimiter des champs, voire des passerelles, mais pas des centaines d'hectares. Or, au fur et à mesure, en une dizaine d'années, du côté de Vimoutier, en fait, les haies disparaissent de plus en plus. Alors, les agriculteurs commencent par les couper à 2,50 m, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est dans le code de l'environnement qu'il faut qu'on ne découpe pas moins que 2,50 m. Et puis après, ça passe à 1,80 m. Et puis, au final, aujourd'hui, on arrive avec des haies qui sont soit complètement arrachées, soit qui font 80 cm, quoi. Alors, que faut-il faire pour que ce code soit respecté ? Benjamin Lucas Lundy, l'écologie, cette question des haies, c'est important pour la biodiversité. Oui, que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Les haies, c'est indispensable pour la biodiversité, pour le climat, pour les sols. Enfin, je veux dire, c'est indispensable. Sans haies, on est dans le désert. Enfin, vraiment, il faut qu'on ait conscience de ça. Ça paraît, parfois, pour ceux qui nous regardent, les plus urbains, un peu lointains, c'est un sujet essentiel pour le climat, pour l'environnement, pour notre biodiversité. Ça prouve une chose. Là, on parlait tout à l'heure, je ne veux pas lancer le pic, mais de la simplification. Ça prouve que pour l'écologie, pour le climat, pour l'environnement, pour protéger l'air que nous respirons, la faune et la flore qui sont autour de nous, on a besoin de normes, on a besoin de règles et de les faire appliquer. Et donc, en l'occurrence, aussi de changer de modèle agricole. Parce que pourquoi on supprime des haies? Parce qu'il y a un modèle d'agro-business, qui est un modèle de rentabilité à outrance, qui n'est pas le modèle paysan, proche de la terre, qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir. Et moi, j'en ai un peu assez, par exemple, qu'on entende sur les plateaux de télévision ou dans les salons ministériels que les représentants de l'agro-business, le lobby de l'agro-business, et jamais les petits, jamais ceux qui font vivre en réalité nos ruralités aujourd'hui, qui eux ont bien compris l'intérêt des haies parce qu'ils vivent aussi de cette terre qu'ils chérissent. Et donc là, on a besoin, pour être très simple, d'un grand plan pour remettre des haies et puis pour mieux contrôler, mieux sanctionner aussi quand elles sont détruites. Et là, il faut donner des moyens aussi aux agences qui contrôlent tout cela. Or, c'est pas ce que fait le gouvernement. Éléonore Carrois, sur cette question, à la fois l'interpellation d'Aurore Ludi et puis les reproches qui peuvent être faits aussi au gouvernement en ce moment de mettre un peu l'écologie sur le côté.
Il y a une question, c'est la question agricole dans son ensemble. Vous voyez, nos agriculteurs aujourd'hui, il y en a énormément qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur production et qui ont l'impression de crouler sous les normes, et c'est vrai. Pour autant, il y a des normes qui sont absolument nécessaires. Et le fait d'avoir des haies, ça ne devrait même pas être une norme, ça devrait être une évidence. Vous avez raison, moi mes grands-parents étaient dans l'Eure quand j'étais petite, je me souviens de ces paysages et je rejoins exactement ce que vous dites. Aujourd'hui, on ne les voit pas de la même façon. Donc on s'en rend compte, nous, simples citoyens, de la façon dont le paysage a évolué dans notre pays. Il faut remettre évidemment du bon sens, mais il faut aussi remettre de l'argent, parce que les agriculteurs, ce sont eux qui sont le plus exposés aussi aux aléas et aux changements climatiques. Ce sont eux qui souffrent aussi des périodes, disons, dans lesquelles les productions sont affectées par ces changements climatiques, et ce sont eux qui doivent mobiliser des ressources importantes pour moderniser, changer leurs moyens de production. Donc il faut les accompagner, il ne faut pas les stigmatiser. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer normes écologiques qui sont nécessaires et agriculteurs, mais pour cela, il faut évidemment prendre conscience de ce que doivent faire nos agriculteurs, et parfois, oui, une réglementation qui peut être absurde et un besoin de simplifier, de rendre plus facile ce métier qui est essentiel dans notre pays. Donc c'est un équilibre précaire, il n'y a pas de réponse simple ou simpliste, et je pense qu'il faut aussi regarder cette souffrance agricole qui existe dans les petites exploitations, dans les moyennes, dans les exploitations bio, mais même dans l'agrobusiness. Il y a un véritable besoin de réformer notre agriculture, et pour ça, il faut accompagner nos agriculteurs. Allez, c'est notre dernier thème. Avec vous, Cyril Garnier, vous avez 45 ans, comédien à Paris. On a gardé aussi votre interpellation pour la fin, puisque c'est aussi un peu un regard sur l'Assemblée, sur la politique que vous vouliez partager. Que voulez-vous demander à Benjamin Lucas-Lundy et à Léonore Carrois? Oui, effectivement, ma question, elle regroupe un petit peu tout ce qui a été dit déjà. Moi, j'ai une question un peu méta sur le processus de l'Assemblée nationale. J'ai assisté à la séance des questions et effectivement, il y a quelque chose d'assez étonnant sur le bruit, sur les dissipations, sur la façon dont les questions sont posées. On demande à des ministres d'avoir des réponses immédiates sur des sujets qui ont lieu samedi. Par exemple, si on dit qui est pour donc les fans qui cassent les vitrines, évidemment tout le monde est contre, et on nous demande tout de suite aux ministres, enfin je dis on demande aux ministres d'avoir des réponses immédiates qu'ils ne peuvent pas avoir. Avoir une bonne réponse, une réponse proportionnée, c'est y réfléchir. Et en fait, moi, je suis un petit peu interpellé par le fait que vous ayez des réponses immédiates, toutes faites. C'est-à-dire, on pose une question et tout de suite, on nous dit il faut couper les subventions. Qu'est-ce qui nous dit que les gens qui ont cassé ont des subventions déjà? Donc, vous voyez, on ne réfléchit pas aux questions qui sont posées. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Quand on voit des députés qui sont obligés de renvoyer leurs propres textes, etc. Je veux dire, ça crée une distance forte avec, c'est ce que tu disais sur la jeunesse, avec la politique aujourd'hui. On se dit, mais en fait, tout ça est un espèce de cinéma. Alors, moi qui suis comédien, je vois très bien la mise en scène. Ouais. Un coup, c'est l'opposition qui attaque, et un coup, c'est l'équipe gouvernementale. Donc, on brûle un peu les ministres, après on passe de la pommade. On a la sensation comme ça que tout ça est très mis en scène et que finalement, on ne débat pas du fond des problèmes. Donc ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental dans le mode de débat? Constat un peu dur, mais partagé, je pense, par beaucoup de gens qui écoutent. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Cyril ? Moi, je crois que vous avez raison sur le fait qu'il y a une forme de mise en scène, surtout de la séance de questions au gouvernement. Évidemment, chacun est dans son rôle, etc. Mais pour autant, à l'Assemblée, le véritable travail que l'on fait, le travail que l'on fait en amendant des textes, en proposant des textes, en les co-construisant, comme je disais, avec des membres d'autres partis politiques, ce travail-là, il est peut-être moins spectaculaire. On ne va pas en faire des capsules vidéo pour mettre dans les réseaux sociaux, mais c'est quand même l'essentiel de notre travail. Donc, je veux déjà vous rassurer sur ça. Après, sur le fait d'avoir un débat plus polarisé qu'il ne l'était avant, parce que, encore une fois, réseaux sociaux, parce que l'air du temps qui veut que la politique se fait de manière plus agressive. Moi, ça me déplaît profondément. Je m'y plie lorsqu'il le faut, mais j'essaye aussi de le combattre. Et je pense que des espaces comme celui qu'on est en train de créer aujourd'hui, où vous pouvez nous interpeller, où on peut vous répondre de manière très sincère et très spontanée, ça va dans ce sens-là. Et on est aussi preneur de vos suggestions, de vos réponses pour faire de la politique quelque chose de plus accessible. Moi, juste en un mot, je suis députée des Français qui vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes, donc dans 33 pays. Je ne peux pas aller les voir tous les week-ends comme mes collègues députés qui rentrent en circonscription. Donc j'innove, je fais des zooms avec eux, je les interroge sur des questions de société qui vont être débattues. J'essaie de les impliquer le plus possible. Ils ne sont pas forcément très nombreux à répondre, mais on leur donne des possibilités, des façons aussi d'alimenter le débat. Et je pense que ça, c'est en tout cas très enrichissant pour la façon dont on doit faire fonctionner cette Assemblée qui a beaucoup changé depuis la dissolution. Benjamin Lucas-Lundy.
deux choses. Je pense que vous n'êtes pas totalement d'accord. Non, mais d'abord, pour nuancer ce que dit Éléonore Carrois. Pour nuancer, moi, je ne crois pas que le débat soit plus polarisé et plus violent qu'avant. Alors, il est plus médiatisé qu'avant. Il y a les réseaux. Maintenant, vous dites une bêtise, ce qui arrive à certains, peut-être parfois à nous aussi, elle est tout de suite sur les réseaux sociaux. Elle est tout de suite un bandeau sur les chaînes d'infos en continu, etc. Puis on passe à une polémique après. Donc, il y a sans doute un souci du temps long à retrouver, y compris nous dans nos façons de fonctionner. Moi, je mène actuellement des travaux d'une commission d'enquête, ça se voit pas beaucoup, ça fait pas. Mais je travaille, j'ai auditionné plus de 40 personnes, passé des heures de débat, et à la fin, j'aurai des propositions qui viendront de ce travail-là. C'est précieux. Mais ça compte aussi les questions au gouvernement. Les Français ont besoin que, en leur nom, on interpelle des ministres sur des choses qui se sont passées récemment. Après, libre à ces ministres de dire, et moi j'aimerais qu'ils le fassent, écoutez, nous allons poser ce problème et nous allons y réfléchir, voilà mes intuitions, voilà ce qu'il y a dans mon programme, est-ce qu'on va le contrôler? Mais vous savez très bien qu'ils ne le feront jamais. Ben, j'en sais rien. Au moment où vous posez Et surtout, ils sont critiqués si vous le faites. Et je vais vous... Si c'est arrivé par exemple sur la fin de vie, on avait des gens, tous des collègues, nous-mêmes, qui disions « j'ai un doute là-dessus, convainquez-moi ». Le jeu parlementaire, il est comme ça. Mais quand je dis c'est pas forcément plus violent qu'avant. Moi, on a réouvert la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui était en travaux. Allons regarder les comptes rendus. Il y avait des duels à l'épée. Mes parents étaient nés déjà. Des duels à l'épée entre parlementaires. Et vous reprenez parce que la polarisation. Pardon, mais le Front populaire c'était polarisé. Veut-on ou pas les 40 heures et les congés payés, c'était un débat très polarisé. Les 35 heures, c'était très polarisé. Le Pacs, le mariage pour tous, ça a été très polarisé. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la polarisation si c'est les débats qui sont posés dans la société. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est moi, j'ai aucun problème avec la polarisation. Mon problème, c'est qu'on demande à des gens d'avoir des réponses toutes faites. Ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est aussi effectivement les médias qui sont très friands de ça. Comme vous le dites, c'est très spectaculaire. Et c'est ce qui revient sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on ne parle pas du fond des problèmes et il faudrait peut-être juste un temps où on pose des questions, puis un temps où on amène des réponses en disant ok, on prend toutes les questions et la semaine prochaine on y répond. Je suis tellement d'accord avec vous. Je veux dire, il y a des questions écrites. Oui, par mais exemple, on n'a pas toujours des réponses. Il faut peut-être que la chaîne parlementaire s'empare de ça. Non, mais il y a un vrai sujet par contre. Vous pourriez diffuser sur un bandeau. Oui, alors question écrite, c'est un peu compliqué. Non, mais le temps qu'on passe sur chaque texte. Pardon, mais on a des sujets majeurs. Et en fait, on a une semaine à peine en commission, une semaine en hémicycle à marche forcée. Honnêtement, on devrait pouvoir passer des semaines entières là-dessus. Non, mais on devrait pouvoir passer. Désolée, je dois vraiment, comme à l'Assemblée pour les questions gouvernement, quand c'est fini, c'est fini. Alexandre, Aurore, Adrien, Claire-Lise et Cyril, merci infiniment d'avoir inauguré ce nouveau rendez-vous. Benjamin Lucas lundi et Éléonore Carrois également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc tous les mercredis pour la deuxième séance, mais tous les mardis, 2 rendez-vous donc, la séance des questions gouvernement et ensuite ce débrief avec nos invités, 5 Français par semaine. Merci à vous, très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires, évidemment.